Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, la liste de Yewwi rejetée à Dakar risque de forclusion de la liste départementale de Yewwi Askan Wi. Grosse colère de Barthélémy Diaz à la direction générale des élections. Remise des rapports d'activité de l'OFNAC, 3 rapports, plusieurs plaintes et recommandations. Quelle suite donner à ces enquêtes? Nous ferons le point dans cette édition. Accident mortel à Missira, un père de famille a été fauché vers Dimishka. Les populations réclament justice. 3 sages-femmes condamnées pour non-assistance à personne en danger dans l'affaire Astou Sorna. 3 autres sages-femmes relaxées. Les détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite le développement. Colère noire du maire de Dakar devant la direction générale des élections. Barthélémy Diaz juge inadmissible le rejet de la liste départementale de Yewwi Askan Wi, liste invalidée par la DGE. Voici le maire de Dakar devant les locaux de la DGE. C'est clair et net, le président Macky Sall veut nous imposer ses propres décisions et ça ne passera pas, nous n'allons pas l'accepter. Je m'adresse à la population de Dakar, à la jeunesse surtout. Macky Sall refuse d'accepter les résultats au local, sa défaite donc. Il y a eu 7 personnes sur notre liste, les 2 dernières personnes de leur propre chef ont désisté, comme Madiop Diop, ancien maire de Grand Yoff. C'est la loi qui leur offre ce droit et le mandataire a le droit de les remplacer. Ils ont écrit leur lettre de désistement qu'ils ont déposée. On a donné la liste de ceux qui les remplacent, mais ils ont refusé de la prendre. C'est eux qui ont tort. C'est eux qui ont changé la liste qui avait été déposée par le mandataire Déthié Fall pour le département de Dakar. Aujourd'hui donc, je demande à tous de se mobiliser pour faire face à cette forfaiture. Je demande au peuple de Dakar de se mobiliser. Frustration et défection au sein de la coalition Yewwi suite à la confection des listes de certains membres de cette coalition surpris de leur position ou de leur absence sur les listes ont décidé de démissionner. D'autres dénoncent le procédé qui a été adopté. Voyons tout cela avec Dissa Préra. La dernière en date est celle du maire de Grand Yoff, Madiop Diop, pourtant brillamment élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi, a tout bonnement décidé de démissionner, promettant ainsi de revenir plus tard pour mieux s'expliquer. Celui ou ceux qui n'ont pas mis de gants pour dire leur vérité crue, ce sont les partis et mouvements signataires du communiqué suite aux investitures dont à la tête on peut retrouver Maître Moussa Diop et son mouvement Agi Jotna. Aucun membre du mouvement que dirige Maître Diop n'a été investi. Et pour ce dernier, Khalifa Sall, principal mandataire pour la confection des listes, en est le principal responsable avec, dit-il, la complicité manifeste d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, dans le même communiqué, Agi Jotna indique que les critères retenus pour le profil de candidat ont été complètement piétinés. Il qualifie même Khalifa Sall de revanchard, lui faisant ainsi payer sa position sur l'affaire de la caisse d'avance. Ont signé ce communiqué de protestation Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye, Serigne Mansour Sy de Bossignac, Aminata Lo, entre autres. 2 autres personnalités ont également quitté le navire Yewwi, Cheikh Tidiane Dièye et Ndeye Fatou Blondin Diop, respectivement à la 28e et à la 29e place sur la liste. Les 2 candidats fustigent et désapprouvent le procédé qu'ils qualifient d'inique et injuste pour la confection des listes de Yewwi Askan Wi. La compétence, l'engagement dans la coalition, la capacité à tirer la liste du fait de l'engagement patriotique, mais aussi une image positive au sein de l'opinion publique, des critères retenus au départ, mais sacrifiés à l'autel du copinage et des intérêts partisans à la fin, lit-on dans le communiqué de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg. Merci Dissa. 3 rapports couvrant les années 2019, 2020 et 2021 ont été remis au président de la République ce mardi par l'OFNAC. Plusieurs plaintes ont été relevées, ce qui a permis à l'OFNAC de les lister et de proposer une série de recommandations. Quelles sont ces entités visées et quelles sont ces recommandations justement? Élément de réponse, Marcel Farba-Maroun. Dans le cadre des rapports de 2019, 2020 et 2021, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, recommande, entre autres, au gouvernement
D'abord, pour l'année 2019, l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, une législation sur la saisie, la confiscation, le recouvrement et la gestion des avoirs illicites, mais également de mettre en place un organigramme chargé de leur gestion ou encore de procéder à la relecture de la loi portant création de l'OFNAC et celle relative à la déclaration de patrimoine ainsi que leurs décrets d'application respectifs. Pour 2020, l'OFNAC recommande notamment l'élargissement de la déclaration de patrimoine par la prise en compte des conflits d'intérêts et le renforcement du régime des sanctions. Enfin, pour 2021, l'OFNAC recommande l'adoption d'une législation sur la protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. Rien qu'en 2021, les plaignants ont été nombreux à viser des faits de détournement. En 2021, les plaignants ont été nombreux à viser des faits de détournement de deniers publics qui sont au nombre de 15, de corruption et mauvaise gestion qui sont au nombre de 10 ou encore de fraude qui sont au nombre de 9. Les litiges fonciers ont également été évoqués dans 7 plaintes ou dénonciations. Selon les entités mises en cause, 29 plaintes sont issues des collectivités locales, 21 des établissements publics ou encore 4 issues des hôpitaux. Rappelons que ces plaintes font objet d'un classement sans suite, après étude. Remise de ces rapports, prétexte pour s'arrêter sur le fonctionnement de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La parole est donnée à l'un des membres de l'Assemblée de l'organisation. Le professeur El Hadj Niang propose une nouvelle réforme pour mieux lutter contre la corruption. Fatih Dieng, Gervais Yao. Des rapports rédigés, remis à qui de droit, des cas de corruption pourtant décelés, mais le suivi fait défaut. L'OFNAC a le droit d'autosaisine pour un problème bien donné, ce que les autres structures n'avaient pas. Et deuxièmement, l'OFNAC a le droit de saisir le procureur. Mais une fois qu'il saisit le procureur, automatiquement, il est dessaisi du dossier. Pourtant, dans le traitement des dossiers, on fait appel au procureur. C'est le procureur qui est le juge de l'opportunité. C'est lui qui voit si c'est opportun ou non de poursuivre. Il a bien sûr sa science, mais également sa bonne foi. Bon, ça, c'est la loi dans notre pays. Pour rectifier le tir, une réforme s'impose selon le professeur El Hadj Niang. Les lois de notre pays sont en général très bonnes, mais dans le cas d'espèce, je pense qu'il faudrait que l'OFNAC arrive à se constituer partie et à porter plainte, à aller devant le juge, défendre ses dossiers et suivre également ces dossiers. Donc c'est le fait de dessaisir l'OFNAC limite quand même les prérogatives de l'OFNAC. Des pays Merci Fatih. Allons maintenant à Louga. 3 sages-femmes condamnées à 3 mois de prison avec sursis dans l'affaire Astou Sorna. Elles sont condamnées pour non-assistance à personne en danger. Les 3 autres sages-femmes ont été tout bonnement relaxées. Tchernofal. Sur les 6 sages-femmes impliquées dans l'affaire Astou Sorna, 3 ont été condamnées à 6 mois assortis de sursis par le tribunal de grandes instances de Louga. Pour les 3 autres mises en cause dans cette affaire, le juge a prononcé une relaxe à leur profit. À noter que ces dernières sont celles qui assuraient le service du jour. Pour rappel, cette affaire judiciaire est partie du décès en couche d'Astou Sorna le 1er avril à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Sa famille, qui estime qu'une négligence du personnel soignant était à l'origine de son décès, avait déposé une plainte devant la justice pour non-assistance à une personne en danger. Suite à une enquête qui avait été ouverte par la police le 13 avril, les 6 sages-femmes avaient été inculpées et 4 d'entre elles ont été placées en détention préventive le 19 avril. Lors du procès tenu le 5 mai passé, le procureur avait requis une peine d'1 an dont 1 mois ferme à l'encontre des 4 sages-femmes et la relaxe au profit des 2 autres. Mais cette peine a été allégée par le juge qui a condamné les 3 sages-femmes qui étaient en garde au moment des faits. Merci Tierno. Affaire du bébé de l'hôpital régional de Kaolack. Le personnel de l'hôpital affiche sa solidarité avec l'aide-soignante arrêtée qui a d'ailleurs bénéficié encore aujourd'hui d'un retour de parquet. Les agents ont organisé un sit-in au sein de l'hôpital. Mohamedou Ndiaye est le secrétaire régional SUTSAS. Le voici avec notre équipe à Kaolack. Tous syndicats confondus,
tout le personnel de l'hôpital s'est réuni ici pour observer un sitting. Le sitting a pour but de manifester notre solidarité à un de nos collègues, une de nos collègues qui a été la prévenue. Tout le monde le connaît. Elle est déjà au niveau du service de pédiatrie, notamment dans l'unité de néonat depuis 5 ans, 2018. Donc quelqu'un qui est très respectueux, qui est très travailleur. Donc si cette situation-là l'arrive, donc nous, c'est dans notre devoir de manifester un peu notre solidarité à cette dernière et marquer aussi notre désapprobation par rapport à ce qu'on connaît déjà dans le système. Parce que depuis quelque temps, nous avons constaté que l'ensemble des personnels de santé sont malmenés un peu partout, que ce soit à Louga, à Matam, ailleurs. Donc, c'est une manière d'attirer l'attention de l'autorité pour que le responsable en chef du département de la santé se penche sur cette question-là pour que les agents soient en sécurité. Parce qu'à tout moment, on peut nous prendre et nous jeter en prison. Lutte contre la maladie de l'asthme, la Société sénégalaise de pédiatrie recommande fortement les consultations de routine. La pathologie est de plus en plus fréquente selon ses professionnels. Cher Diop Amadouba. 16% des enfants dans les écoles sont asthmatiques. Des pédiatres autour de cette table s'engagent pour faire baisser ce taux. Tous les jours, nous avons des demandes de consultation pour asthme et la liste d'attente ne cesse d'augmenter. Donc, ce qui fait qu'on est obligé, avec les pédiatres publics, mais également les pédiatres du privé, également tous les médecins qui s'occupent de la santé scolaire, mais aussi les médecins généralistes et les pneumologues, de s'asseoir pour discuter de cette problématique et vraiment remettre à jour régulièrement nos connaissances pour pouvoir prendre en charge ces enfants asthmatiques pour éviter, comme l'a dit le professeur Ndeyrama, leur hospitalisation, ce qui va retarder leur scolarité également, va être un coût énorme pour la société. Pour éviter cette maladie chronique aux enfants, ces professionnels de la santé préconisent des trucs et astuces. Nous savons qu'au Sénégal, nous aimons de façon exagérée l'encens. Nous aimons nous entourer de tapis, de rideaux lourds. Tout ce qui va prendre la poussière va favoriser la pousse d'acarien. Et si ça cohabite avec l'humidité, ça fait un cocktail explosif qui peut déclencher l'asthme chez les plus jeunes. Non? Donc, nous avons beaucoup de chantiers dans nos quartiers. Ça, c'est un facteur qui est permanent et qui peut déclencher l'asthme chez les enfants. Donc, en milieu scolaire, le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de cette année. Un thème qui n'est pas fortuit. Dans la mesure où nous savons que la crise d'asthme peut être déclenchée par plusieurs circonstances, il y a des enfants chez qui on découvre l'asthme au cours des efforts, donc au cours d'activités sportives ou autres. Mais il y a également le fait que beaucoup d'enfants déclenchent leur crise suite à l'ingestion d'allergènes, de poussière ou autres. Et on sait en milieu scolaire, c'est quelque chose de très fréquent dans les cours de récréation, des enfants qui courent à gauche, à droite. Tout dépend maintenant de l'environnement de l'école. L'asthme, une maladie non transmissible, certes, mais une sensibilisation s'impose pour freiner cette pathologie. Merci cher. L'autre grand titre de cette édition, c'est l'accident mortel à la commune de Missirah-Wadène vers Dimishka. Un fraudeur a été mortellement fauché à bord d'une moto selon des populations. Ce serait l'œuvre d'indicateurs en l'absence des douaniers du poste de Nganda. Voyons tout cela avec Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. C'est la tristesse et la consternation chez les populations de Dimishra dans la commune de Missirah-Wadène. Un jeune homme d'une trentaine d'années serait tué par des indicateurs de la douane de la localité, d'où la colère des populations qui sont sorties manifester. Je m'appelle Babacar Gueye, c'est mon cousin Germain. Nous sommes très en colère. Après l'avoir fauché, ils l'ont laissé sous le soleil alors qu'il était entre la vie et la mort. Ils ont refusé de l'évacuer sous prétexte que leur chef devait venir d'abord. Et avant son arrivée, la victime a rendu l'âme. Ils sont généralement armés de gourdins. Ils l'ont certainement frappé et c'est le coup
qui lui a été fatale. Un assassin n'assume pas facilement son crime. C'est ça, mais ceux qui l'ont frappé l'ont négligé et c'est par la suite qu'il a perdu la vie. Les populations ne décolèrent pas puisque, selon elles, ce sont des indicateurs qui ont tué le jeune homme. Ce sont des indicateurs qui l'ont tué et les douaniers ne sont venus qu'après. Non seulement ils l'ont tué, mais quand le douanier est venu, il s'est permis de nous menacer. Ce genre de problème est récurrent dans la localité. Le défunt est un chef de famille qui laisse derrière lui 2 épouses et des enfants selon son père. Il avait 35 ans, j'ai perdu. C'est lui qui avait en charge toute la maison. Il avait 11 enfants et 2 épouses. Un tel incident a eu lieu l'année dernière à Koungheul. Un fraudeur a été tué après une course-poursuite avec la douane. Les populations demandent aux autorités de prendre des mesures pour éviter qu'elle se fasse justice. Et la sécurité routière au cœur d'une large concertation entre le ministère des Transports terrestres, les syndicats de transport et autres acteurs du secteur. 4 mesures phares ont été prises. Explication à Abdou Diagne et Armandou Bambassamp. La mise en place d'un comité de sensibilisation sur la sécurité routière et le renforcement du contrôle avec des brigades mobiles, ces 2 mesures prises lors de la réunion de concertation entre le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement et les syndicats de transport entrent immédiatement en vigueur. Ce comité-là va intégrer non seulement les forces de sécurité et de défense, mais aussi les acteurs et développer un plan d'action pour sensibiliser davantage à l'échelle nationale sur tout ce qui enveloppe la sécurité routière. Ça, c'est effet immédiat. La deuxième mesure à effet immédiat aussi concerne le renforcement du contrôle, mais aussi renforcer la lutte contre le transport illégal ou le transport irrégulier. Le port de casque obligatoire pour les 2 roues. 2 autres mesures importantes sont prises. Il s'agit de la régulation du transport de nuit et l'organisation du secteur du transport. Les parties prenantes ont 6 mois pour se conformer à cette mesure. Puisque nous avons constaté que tous les accidents, encore les plus graves, ont eu lieu entre 11h du soir, 23h et 4h du matin. Donc, il est tout à fait normal, avec les acteurs, en accompagnement avec les acteurs, que nous puissions trouver des solutions pour réguler le transport urbain, interurbain, pour apporter des éléments de réponse par rapport à cette problématique. Nous avons constaté qu'au niveau du secteur des transports terrestres, relativement au niveau des acteurs, on a préconisé des concertations pour réorganiser les secteurs, avoir les interlocuteurs, amener les acteurs à aller vers des élections de représentativité pour nous permettre de parachever en tout cas l'œuvre que nous sommes en train de mettre en œuvre. En attendant, l'État peut compter sur le soutien des syndicats de transport, des consommateurs et des victimes d'accidents. Ils se disent tous prêts à participer à la sensibilisation pour faire chuter le nombre croissant d'accidents de la route. Des écoliers sensibilisés sur la sécurité routière, l'ambassadrice de l'Union européenne et le ministre des Transports terrestres ont visité ce matin l'école Dieupel 1 où se déroulent des actions de sensibilisation sur la sécurité routière. La visite entre dans le cadre de la quinzaine de l'Europe, compte rendu Mariam Diaye et Youssou Barou. École publique Dieupel 1, une école qui se situe sur une route très fréquentée. Cette situation a valu à cette école d'être choisie pour ce programme pilote de sensibilisation sur la sécurité routière avec comme partenaire et invité l'Union européenne qui fête ses 72 ans. Dans le cadre de la quinzaine de l'Europe, et comme vous le savez, est dédié à la jeunesse sénégalaise. Et la jeunesse sénégalaise qui commence très tôt avec les enfants, les écoliers de cette belle école pour les sensibiliser sur une thématique très importante qui est la sécurité routière. Cette visite est l'occasion pour la directrice de l'école de faire passer son souhait de voir des feux de signalisation devant son école pour plus de sécurité. On veut vraiment, si on pouvait avoir un passage piéton et des signalisations pour montrer que c'est une école, que les véhicules fassent attention des 2 côtés quand ils passent. Une insécurité routière qui sera bientôt un lointain souvenir au niveau de cette route. Dans le nouveau code de la route sénégalais, il est institué les zones 30 km à l'heure aux abords des écoles.
c'est le lieu effectivement dans toutes les écoles du Sénégal, donc non seulement de fixer donc des panneaux de limitation de vitesse à 30 km à l'heure, mais aussi de sécuriser donc les passages. Donc c'est tout le sens depuis 10 ans donc du programme Safe Route to School, qui a pu former au moins 102 000 élèves à travers le pays. Selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, un volet sur la sécurité routière figurera bientôt dans le curricula scolaire dès le préscolaire. Ouais, Mariam, des accidents de la route qui font perdre à l'État plus de 163 milliards de francs CFA selon le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. Des accidents qui font en moyenne, vous le savez, près de 600 victimes. Venons-en à la célébration de la journée internationale des sapeurs prévue demain 12 mai au Sénégal. Au bureau des opérations de transmission, les appels téléphoniques se multiplient, vous allez le voir. La ligne 18 que vous connaissez bien, très sollicitée, mais là souvent parasitée par des saboteurs. Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien. C'est un reportage de Habib Faye et Youssef Barro. Cet appel, toujours le même rituel, la même mission, mais avec des itinéraires différents. Le quotidien des sapeurs-pompiers n'est pas au repos, une course contre la montre pour sauver des vies. Au bureau des opérations de transmission, le téléphone ne cesse de sonner. La ligne 18 est très sollicitée. Ce sergent coordonne les opérations. Cet appel reçu est automatiquement transmis au groupement d'intervention. L'unité de secours marque le pas. Quand on reçoit les appels, première chose à faire, donc, c'est savoir la nature de l'intervention, soit si c'est un accident ou un feu. Après avoir reçu l'appel, on prend la nature, le prénom et nom du prévenant, son numéro de téléphone. Ensuite, on décale l'engin approprié par rapport à cette intervention. La mission est salutaire, mais certains individus, à travers des appels anonymes, semblent ignorer l'importance de la ligne 18. On a beaucoup de difficultés par rapport à la ligne 18. Il y a les enfants, il y a les enfants qui jouent avec la ligne, même il y a des adultes aussi, qui jouent avec la ligne 18. Le centre des opérations vient en renfort au BOT pour faciliter le travail. Ici, la géolocalisation est de mise pour faciliter la tâche aux sapeurs-pompiers. Est composé de 6 cellules. Un bureau de transmission informatique, une salle opérationnelle. Dans la salle opérationnelle, où est implantée 2 plateformes. Une plateforme communément appelée la vidéosurveillance et une plateforme appelée géolocalisation. La plateforme vidéosurveillance. Le numéro 18 permet d'appeler gratuitement la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour solliciter du soutien en cas de détresse. Mais ce chiffre connu de tous est souvent utilisé par certains pour saboter la mission des sapeurs. Merci Habib. Et puis en mode culture, musique, Alerte, c'est le nom du nouvel album de 15 titres de l'artiste Idrissa Diop. Un album marqué surtout par un titre, Agression climatique, un combat pour la protection de la planète que porte l'artiste. Séance d'écoute, Ibou Kane et Youssef Barro. Face à la dégradation de l'environnement et les conséquences du réchauffement climatique, Idrissa Diop tire la sonnette d'alarme. Un nouvel album intitulé Alerte avec un titre phare, Agression climatique, dont le clip a été présenté par l'artiste. J'ai toujours un penchant, un très grand penchant pour l'environnement, un grand respect et une admiration pour le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, quand on voit la dégradation de cette planète-là, de notre environnement, et que tous les pays du monde entier, leur problème numéro 1, c'est l'environnement, c'est le climat, c'est les agressions climatiques. Un clip de sensibilisation sur les multiples agressions contre la nature, un combat qu'il faut à tout prix mener, et sur ce, l'artiste dit interpeller le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. J'alerte le président Macky Sall. Les COP, tous les COP, doivent avoir le respect de notre Afrique que nous aimons tant. Le monde
soi-disant modernes-là qui nous amènent dans notre propre pays. Moi, je dirais au président, nous, on a envie de vous dire, monsieur le président, dimbali-ñu, jàppale-ñu pour nous protéger l'environnement. Pour son engagement dans la protection de l'écosystème, Idrissa Diop est nommé. Et puis l'actualité, c'est évidemment le 41e anniversaire de la mort de Bob Marley, pionnier, vous le savez, de la musique reggae. Robert Nesta Marley, plus que jamais icône de la musique dans le monde. Ibou Diouf. Comme pour dire, penser au reggae, c'est penser à Bob Marley. Bien qu'il soit décédé il y a plus d'une quarantaine d'années, Bob Marley est sans doute la figure de proue de cette musique. Il est de la trempe d'artistes qui génèrent plus d'argent depuis sa mort que lors de son vivant. C'est quelqu'un qui, à sa mort, avait chez lui 9 milliards de francs CFA, 18 millions de dollars. À l'époque, le dollar était à 500 francs, parce que dans son travail, lui, ce n'était pas seulement dans les banques. C'est quelqu'un qui donnait, donc qui avait besoin de milliards de francs CFA en étant d'appoint, en accompagnant les mouvements de libération dans le monde. Payant est estimé à environ 30 millions de dollars et 250 millions d'albums vendus à travers la planète. Que ça a engrangé et qui ont permis aux gens de vivre les t-shirts, les effigies, les festivals. Ce sont des milliards de dollars. De son premier single, Judge Not, enregistré en 1962 à l'âge de 17 ans, à son ultime soulèvement Uprising, Robert Nesta Marley a laissé une œuvre d'une profusion impressionnante pour un homme disparu seulement à l'âge de 36 ans. Merci Ibou. Et puis en mot de sport, l'AS Ndiambour de Louga rue dans les brancards. Le club lougatois pointe les précipitations de la Fédération sénégalaise de football jugée tendancieuse. C'était lors d'une conférence de presse organisée à Louga. Cher Sadibou Diarra. L'AS Ndiambour s'insurge contre la démarche de la Fédération sénégalaise de football. Le club de Louga dénonce un manque de prudence de l'instance. Nous voudrions, pour cette occasion, nous offusquer officiellement contre cette lettre circulaire de la Fédération sénégalaise de football. Et nous regrettons la démarche qui a été empruntée et qui montre un peu que la Fédération sénégalaise de football, dans cette affaire, n'a pas une posture équidistante des partis. Ndiambour ne manque pas d'énumérer les manquements de la Fédération sénégalaise de football. Il promet également de se battre pour laver son honneur. Une sorte de cabale, en tout cas, est en train de s'installer insidieusement parce qu'il y a quelques semaines de cela, un supporter d'Ndiambour en déplacement dans une localité du Sénégal a été malmené pendant le mois de Ramadan. Il a été évacué aux urgences. Personne n'en a fait cas. Lors du match Dakar-Sacré-Cœur, Ndiambour, tenu à Louga, on a constaté qu'un joueur de Dakar-Sacré-Cœur est sorti de l'aire de jeu pour aller trouver un jeune ramasseur de ballons et l'agresser physiquement. Pour cet incident, la fédération n'a pipé mot. Ce qui s'est passé un peu le dimanche, dans cet ordre d'idées, dans cette logique que nous décelons un peu comme tendant à faire en sorte que le Ndiambour, qui est dans une situation difficile, ne puisse pas s'en sortir. Déjà en lutte pour garder sa place en Ligue 1, l'AS Ndiambour est donc sur un autre front. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info, la dernière partie avec vous, Papa Abdoulaye. Vous recevez ce soir le docteur Diallo Diop, c'est à vous. Merci beaucoup, Chérif, cher